Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette vidéo de présentation d'un nouveau produit, d'un nouveau jeu de société que je n'attendais pas et qu'une amie m'a teasé il y a pas longtemps. Du coup je me suis procuré une copie. Il s'agit du Seigneur des Anneaux Duel pour la Terre du Milieu par Antoine Boza et Bruno Catala, on ne les présente plus, et qui est sublimement illustré par Vincent Dutré. Vous voyez un petit peu vous reconnaissez son trait, justement. C'est vrai qu'il porte bien son nom, hein. C'est un jeu exclusivement pour deux joueurs. Je pense que je vais me concocter un petit mode solo dans pas longtemps, mais de toute façon, à mon avis, Bruno Catala va proposer un mode solo sous peu aussi, dans le sens où, pour le Seven Wonders Duel, il l'avait déjà fait durant la période 2019, courant 2020, je sais plus, mais ça fonctionnait bien, c'était sympa pour faire tourner un peu le jeu. 10 ans et plus, un jeu de 30 minutes. Comme vous l'avez remarqué, ou pour ceux ou celles qui ne l'auraient pas remarqué, donc c'est un jeu fait par Repos Prod, pardon, comme d'habitude, et ça se base sur la mécanique de Seven Wonders Duel, qui était sympa. Moi, c'est, je pense, je l'ai mis dans mon top 10 d'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo sur cette chaîne, de mes jeux préférés à deux, des jeux rapides en tout cas, des petits jeux à deux sympas. Et donc, qu'est-ce que vaut ce Seigneur des Anneaux Duel pour la Terre du Milieu? Eh bien, je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas encore testé. Par contre, ici, vous allez avoir une présentation succincte du matériel et de la règle, tout simplement. Donc, j'ai vu qu'il y avait déjà deux trois personnes, hein, même plus que ça, qui ont fait des vidéos, donc je ne vous apprendrai pas grand-chose, hein, pour ceux qu'on a déjà vu, c'est pas une vidéo très utile. On a un livret de règles très épuré, très bien illustré avec des exemples, ainsi qu'une petite aide de jeu ici qui nous permettra d'avoir les effets des pions, alors non pas connaissance, mais peuple libre, je crois qu'ils appellent ça comme ça, les jetons de peuple, voilà, tout simplement. Et écoutez, je vais vous indiquer comment tout ça, ça se passe. Alors à l'intérieur, ouais, la boîte, vous la voyez un peu là-haut, il y a une sorte de terraformage, je sais pas comment on appelle ça, là, c'est pas super. Il y a un bout de carton en dessous qui tient le truc. Moi, j'ai mis des pièces là-dedans. Slivé, ça tient moyen. Ça tient même très moyen. Et alors, slivé, d'ailleurs, on va en parler. Puisque c'était quand même relativement dur de trouver des pochettes. Hop, il s'agit de... Allez, je vais y arriver. Excusez-moi, j'ai très peu de place. J'ai trouvé à 3 balles ces pochettes-là, Saphir, 54,80, il vous en faudra 69, donc les paquets de cette marque-là sont vendus par 100. Je vous invite à récupérer donc cette taille, je dirais, cette dimension de carte, si vous voulez protéger les cartes de ce jeu, voilà, qui sont comme ça. Elles sont c'est un format un peu hybride entre les small, les rouges là de Arcane Tin Man, et les médiums qui sont les vertes. Donc je pense que vous voyez à peu près le plateau. Alors, si vous vous procurez le jeu courant octobre, vous aurez peut-être la chance de récupérer ça, qui était disponible, je crois, pour certains salons de jeux de société. Il s'agit d'une tuile comptée, qui est complètement bonus et que vous n'avez pas dans le jeu de base, et qui ne sert pas à grand-chose. Elle est très jolie, mais bon, je vais vous expliquer en fait ce que tout ça veut dire. C'est vrai qu'ils auraient dû donner un explicatif parce qu'on n'a pas le sigle, je crois, dans la règle du jeu. Alors, un petit peu à l'instar de Seven Wonders Duel, vous avez 3 aires qui sont présentes ici. Je sais pas si j'aurai la place de les positionner, mais bon. Les deux joueurs vont endosser le rôle de leur choix. Il y en aura un qui va jouer Sauron et l'autre la communauté de l'anneau. Celui qui va jouer Sauron va commencer, je crois, avec 2 pièces. Celui qui va faire la communauté de l'anneau commencera avec 3 pièces. Donc chaque joueur prend un rôle et ne peut pas en sortir dans la partie. Ici, vous avez une réglette très intéressante, très bien construite, avec un petit Nazgûl qui commence tout au bout et qui peut s'avancer, vous savez, là, comme ça, de point en point. Et au bout, ici, vous avez un Sam et un Frodon qui sont là en train de courir. Et ce qui va se passer, en fait, c'est qu'au début de la partie, vous avez cette espèce de ligne à mettre de la comté jusqu'au Mordor, et vous positionnez, en fait, sur le premier rond blanc, ici, la case sur Frodon et Sam. Tout simplement comme ceci. Voilà, vous voyez, il entoure ici. Ce qui va se passer, c'est que vous avez des actions, notamment dans le jeu, au cours du jeu, qui vont vous faire des avancées. Et quand Frodon et Sam vont avancer, vous voyez, ils vont arriver à entourer une case. Parfois, il va y avoir un bonus. Par exemple, ici, je prends une pièce, parce qu'il y a un avec une pièce. Ici, je mets une unité de mon choix où je veux. Ici, je rejoue un tour. Ici, je pète une forteresse. Et ici, j'ai gagné la partie si je joue Frodon et Sam. Ce qui va se passer, c'est qu'en même temps qu'eux avancent, parfois le joueur de Sauron va aussi, lui, faire des cartes qui va pouvoir le faire avancer. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, plus le jeu va avancer, plus
eh bien, le Nazgûl va potentiellement aussi, lui, déclencher des pouvoirs. Ici, vous voyez, des petites... pareil, je gagne 1, je mets une unité, je rejoue. Va se rapprocher. Donc, en fait, on ne peut jamais s'éloigner. Ces deux personnages ne pourront jamais s'éloigner, parce que plus le jeu avancera, et bien plus l'écart se réduira à chaque fois entre les deux. C'est très 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 bien pensé, bravo pour ça. Donc en fait, quel est le but du jeu? Alors légèrement différent que dans Seven Wonders Duel, là on a 3 manières de gagner, je dirais, la partie. Si vous êtes Frodon et Sam, la comté, vous gagnerez si vous atteignez en fait immédiatement la dernière case ici sur la piste, la montagne du destin, pour jeter l'anneau unique. Sinon, si vous êtes Sauron, eh bien, vous gagnez immédiatement quand eh bien, votre Ulaire, Enkea, Kantea, Toldea, Lemenia, Otser, je ne sais pas lequel, arrivera sur le rond de Frodon et Sam, tout simplement. Donc, dès que votre Nazgûl arrive là, eh bien, vous gagnez la partie en tant que Sauron. Une autre méthode pour gagner, eh bien, c'est récupérer des peuples devant vous. Donc, vous allez jouer comme dans Seven Wonders Duel, chacun à votre tour, en commençant par... par je ne sais plus, justement. Je regarderai dans la règle. Et je sais plus, ouais, je vais vérifier. Et en fait, vous avez des cartes vertes, là, qui étaient des cartes de connaissance dans Seven Wonders Duel. Vous voyez, là, il y a des... Bah, c'est des peuples, en fait, qui apparaissent en haut, tout simplement. Là, il y a de l'elfe, du nain, de la comté, etc., etc., etc. Et en fait, quand vous allez avoir 6 peuples devant vous, eh bien, bingo, vous gagnez la partie. C'est assez complexe, je pense, parce que les peuples, vous en avez quelques-uns ici, quelques-uns dans le 2, quelques-uns dans le 3, et du coup, il faut réussir à prendre les cartes quand il faut. Vous voyez, c'est un jeu aussi d'opportunisme, donc c'est relativement difficile. Au début de la partie, vous avez un plateau central avec une carte, c'est très intéressant. Ça diffère un petit peu, vous savez, de la ligne qu'il y avait sur Seven Wonders Duel, normal. Vous allez mettre en fait 2 personnalités ici qui sont des unités, donc ça c'est les unités qui sont livrées avec le jeu, il y en a une quinzaine, donc ça c'est les petits soldats sur Arnor, vous en mettez 2, c'est le début du jeu, vous faites comme ça, et là des petits soldats gris, il y en a aussi une quinzaine, enfin même il y en a 15, ce sont des orques de Sauron, donc vous en mettez aussi, eh bien 2, mais sur le Mordor, voilà. C'est les unités de base qui arrivent sur la Terre du Milieu, et vous avez ensuite 7 forteresses de chaque couleur, Sauron ou comté, on va dire gentil. Donc une fois que vous êtes prêt à jouer, vous mélangez bien entendu les 23 cartes de chaque ère, parce que tout ça, ça va se dérouler comme le Seven Wonders Duel classique en 3 ères différentes. Et au centre des 2 joueurs, eh bien, vous allez positionner l'ère numéro 1, et quand vous l'aurez fini, eh bien, ce sera au joueur qui n'a pas joué le dernier tour de recommencer l'ère d'après, etc., etc., jusqu'à la fin, jusqu'à déclenchement ou sinon d'une condition de victoire. Donc là, par exemple, on va faire un setup, je sais pas si on aura assez la place. Et puis il faut que je vérifie aussi qui c'est qui commençait, parce que ça, vous aurez vu que j'ai oublié, je ne sais plus, j'ai lu juste la règle, donc... voilà. Donc en fait, vous voyez, c'est exactement comme dans le Seven Wonders Duel standard, hein. De manière classique, là c'est pyramidal 20 cartes, là c'est pyramidal inversé 20 cartes, et ici c'est comme une sorte de ovale, les cartes noires sont des cartes face cachée, les cartes blanches sont des cartes face ouverte, et à chaque ère, du coup, vous supprimez face cachée, eh bien, 3 cartes que vous ne mélangez pas. Ici, on va regarder aussi parmi les 3, 4, 5, 6 tuiles, les 3 premières, on va les positionner en fait à un endroit stratégique qui permettra à tout le monde de pouvoir les récupérer. Donc là, par exemple, j'ai mis 3 tuiles comme ça qu'on appelle des tuiles au lieu. Je vais vous expliquer dans un instant de quoi il s'agit. Choisissez au hasard qui incarne la communauté, qui incarne son rôle, prenez chacun un pion forteresse correspondant, blablabla. Ouais, en fait, ils disent pas vraiment. Au début de la partie, disposez les cartes. Ouais. Le joueur qui incarne Sauron commence la partie. Si. Tour de jeu, page 3. Parce qu'en fait, Sauron commence, mais il n'a que 2 pièces. Et la comté joue en deuxième, mais elle a 3 pièces. Donc, au début, on va positionner voilà, les cartes de telle sorte qu'on fasse justement la fameuse pyramide. Donc, 2 ouvertes en haut. Ouais, on n'aura pas trop la place, hein, je suis désolé. On va devoir pousser les petits jetons là-haut, mais bon, tant pis. Est-ce que vous voyez là? Oui, à peu près. Donc, hop, je vais décaler ça comme ça. Ouais. Alors, 2 comme ça, ensuite, 3, vous savez, hein. On positionne comme ça au début. Comme ça, on peut voir un peu ce qui se passe derrière. Et pour ceux qui n'ont jamais joué à Seven Wonders Duel, en fait, vous n'avez le droit de choper les cartes à votre tour. Vous allez soit prendre une carte, soit la défausser, en payant sur un coup, soit
récupérer un haut lieu, et en fait, les cartes face cachée, vous n'y avez pas accès. Quand une carte qui est sur une carte face cachée est récupérée, ou même une carte qu'elle soit face cachée ou pas face cachée, en fait, elle est libérée, on la regarde et elle peut être prise directement. Mais on ne la connaîtra pas tant qu'elle n'est pas visible finalement. C'est ça qui est assez intéressant, il y a une partie inconnue finalement là-dedans. Donc là, on en a mis 5, 6, 7, 8, 9, ensuite 10, 11, 12, 13, 14 je crois, oui c'est ça, 15, 16, 17, 18, 19, 20, et en dessous, ah bah écoutez, c'est parfait, on va réussir quand même à peu près à faire un truc viable. Pour le premier exemple, on va pas faire tous les actes comme ça, vous avez compris qu'il fallait juste suivre le schéma qu'il y a dans la règle. Les 3 dernières, je me suis gouré là je crois. Il devrait m'en rester, j'en ai mis 4 ici, ouais, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi j'en ai plus? Je ne sais pas. Je me suis gouré si ça se trouve. J'ai mis une carte, vous savez, qui ne fait pas partie de l'air. Normalement, il y en a 23. Ça fait 69 cartes à chaque fois. Donc je suis assez dubitatif là. J'ai dû me gourer quelque part. Ouais, bon, bah, écoutez, on va faire comme ça. Hein. On va faire comme ça. Bon, bref. Normalement, il y a 3 cartes. Je sais pas pourquoi j'en ai une 4e. Vous me direz en commentaire. Alors, comment ça se passe? Donc le joueur Sauron va commencer la partie. Alors oui, au-dessus, je vous ai pas montré, là où il y a des petits jetons, il y en a 3 par peuple. Et donc ces jetons-là sont détaillés lorsque vous avez cette petite fiche à côté de vous. Par exemple, si vous regardez, hop, vous en prenez un, ça va être le jeton Hobbit. Vous regardez, vous prenez celui-là. Lorsqu'une carte bleue est jouée par vous, vous placez aussi une unité dans la région de votre choix. Par exemple, ça, c'est un bonus que vous aurez tout le temps. Parfois, c'est immédiat, comme ici, si vous prenez dans Ent, jouez un tour supplémentaire à la fin de celui-ci. Il y a des effets très 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 forts. C'est vraiment sympa. Alors, vous avez donc 2 choix à votre tour. Là, vous avez soit le choix de prendre une carte, enfin une tuile au lieu vers chez vous, et de réaliser l'effet qui a marqué en dessous, on va le détailler à l'instant, soit de... bah si, excusez-moi, je suis con. Regardez, la dernière carte, elle vient tout de suite à droite, là. je me disais bien qu'il y avait un trou quelque part. Donc il y a bien 3 cartes à côté, voilà. Face cachée. Donc soit vous récupérez une carte, soit vous la défaussez et vous gagnez un nombre de pièces pour votre réserve égal au numéro du chapitre dans lequel vous jouez. Là, si on commence avec l'acte 1, on est donc au chapitre 1, on va dire, vous gagnerez une pièce. Si par exemple je veux péter cette carte-là, j'ai pas envie de la voir, et puis j'ai pas envie de voir mon adversaire la prendre, je la vire, je la mets dans la défausse et je gagne une pièce, puisqu'on est au chapitre 1. Au 2, ce serait 2 pièces, au 3, ce serait 3 pièces. Sinon, eh bien, je peux tout simplement l'acquérir. Alors par exemple, si je veux acquérir celle-là, qui est une carte grise, qui va me donner une compétence, là, je sais plus quel est le nom de la compétence, mais bref, on s'en fiche, ça n'a pas d'importance, il faut juste regarder le sigle et la forme. Pour ceux qui sont daltoniens, tout est bien fait aussi, hein, pour les daltoniens, il y a des symboles. Eh bien ici, il n'y a pas de coup, pourquoi? Parce qu'en haut de l'image, il n'y a rien qui apparaît. Donc je prends cette carte et je la positionne chez moi, et à l'instar de Seven Wonders Duel, vous savez, vous allez superposer les cartes, voir les bonus que ça vous donne. Donc là, par exemple, j'aurai une compétence, et je pourrais donc payer une nouvelle carte ou une tuile au lieu avec cette compétence plus autre chose. Dans ce jeu, quand on n'a pas assez de compétences précises pour acheter quelque chose, on peut payer une pièce par compétence manquante, c'est illimité, pour pouvoir acquérir quand même cette chose-là. Donc là, Sauron a joué ça, par exemple. Ensuite, on va mettre les cartes vite fait Sauron ici, les cartes Shire, donc communauté à côté, hop, avec la réserve qui va avec. Et par exemple, si à mon tour maintenant, si à l'autre tour, le tour du joueur gentil, on va dire, veut jouer une carte, ben, il va sélectionner une carte visible ici. Alors s'il veut prendre celle-ci, elle a un coût de le petit gant de force, ici. Ça veut dire que là, pour l'instant, c'est le début de la partie, il n'a pas chez lui, comme le joueur Sauron vient d'avoir une compétence, lui, il a encore rien, c'est-à-dire qu'il n'a pas une carte qui lui montre un gant. Ça veut dire qu'il va devoir payer une pièce s'il veut prendre ça. L'effet, ça veut dire progresser sur la piste de quête. En gros, on va faire grimper Frodon et Sam comme ça. Clac, on va les décaler une case vers la droite. C'est ça. Donc, il n'a pas forcément envie de faire ça, il peut faire autre chose, il peut prendre par exemple celle-là, qui fait la même chose. Mais vous allez me dire quelle est la différence entre ces 2 cartes de Gollum. Bah regardez, celle-ci elle est gratuite, celle-ci est payante une compétence, certes, s'il l'a pas il doit payer une pièce. Mais ici en haut, vous avez le symbole de chaînage qui existait déjà sur Seven Wonders Duel, qui était très sympa. Ici, vous avez un petit symbole de cheval. C'est-à-dire que si vous vous débrouillez pour avoir, là, en tant que joueur, celle-ci, sur l'acte 2,
il y aura une carte sûrement, c'est même certainement, qui va avoir ce symbole-là ici sur la gauche, ou alors un coup à payer. Et bien si vous avez cette carte avec le cheval, cette carte n'aura plus de coût à payer. C'est comme si vous avez fait un chaînage entre celle-ci et la nouvelle. Elle va vous permettre d'acheter gratuitement la carte où il y a le petit cheval. Voilà, je ne sais pas si c'est bien expliqué. Ça vous permet d'économiser de l'argent. Ici, par exemple, si le joueur compté veut prendre ça, il gagne 2 pièces. Ici, bah, le voilà, par exemple, cette petite compétence force, là, avec le gant qu'il pourrait prendre. Et ici, là, la carte rouge, bah, un peu à l'instar de Seven Wonders Duel, c'est les cartes un peu de... Là, on voit le Balrog et puis les hordes de la Moria arriver derrière, c'est une carte d'attaque. Donc vous avez un chaînage avec une épée ici, ou sinon, donc c'est gratuit. Et là, ça veut dire, c'est un symbole, que vous mettez, eh bien, une unité. Donc là, si c'est le joueur des peuples libres, Frodon et Sam qui jouent ça, ils prendront un petit soldat, là. Parce que c'est gris, ça veut dire qu'il peut le mettre soit ici, ça veut dire unité, ça. Donc ça veut dire, ici, ça va à Lindon, ici, ça va à Arnor. Donc il va par exemple décider de prendre ça gratuitement, il va prendre son soldat, il va le mettre à Lindon, parce qu'il considère eh bien, qu'il y a déjà des gens sur Arnor. Donc ici, vous voyez, il a ça, le Sauron, il a ça, et là, ça continue, c'est de nouveau au joueur de Sauron de sélectionner une carte. Sauron va prendre une carte qui lui donne par exemple 2 pièces d'or, pouf, donc il va récupérer immédiatement 2 pièces, que j'avais mis là-dedans. Hop là. Donc il gagne 2 pièces. Clac, clac. Ensuite, celle-là est visible, puisqu'elle a été ouverte. Il n'y a plus de cartes devant elle. Et là, le joueur des peuples libres pourrait très bien prendre cette carte-là. Il préfère prendre une petite compétence. Une carte grise, c'est toujours bien pour payer les choses. Et ça continue comme ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que la dernière carte soit prise. On prend le deuxième paquet ensuite, quand tout ça sera pris, et on les répartit selon la même pyramide, mais inversée cette fois-ci. Et pareil pour la... Ben, il y a un schéma particulier, comme je vous l'ai montré, pour la phase du troisième monde. Si, à un moment donné, vous n'avez ni envie de gagner des sous en supprimant une carte ici, ni envie d'acquérir une carte, ou pas la possibilité, vous pouvez aussi acquérir, comme on l'a dit, eh bien, une de ces merveilleuses tuiles. Dès qu'on en prend une, on remet une autre, face visible. Et alors, elle se lise de la manière suivante. Hop, on va prendre celle-ci du gouffre de Helm, là, au Rohan. Alors, voilà comment ça se présente. Vous avez une magnifique illustration, et ici, vous avez une indication qui veut dire tuile, je sais plus, oui, tuile au lieu. Voilà. Ça, c'est le coup. Ça veut dire qu'il vous faut chez vous 3 petits masques comme ça, 2 couronnes et un livre. Là, par exemple, si c'est le joueur Sauron qui voulait prendre ça, il aurait juste un masque pour l'instant. Et donc, pour toutes les compétences qu'il n'a pas, il devrait payer 1 de plus pour l'acquérir. Ensuite, il le met devant lui. Et il doit payer quand même, ici, c'est pas indiqué mais c'est marqué dans la règle, il doit payer 1 or de plus pour chaque tuile au lieu qu'il a déjà avant. Donc comme il en a 0, il va payer 0 là, pour l'instant. Mais s'il avait déjà celle-ci, et que plus tard dans le jeu il a envie d'en acquérir une autre, eh bien il y aurait de nouveau, comme elles sont toutes ici avec un symbole, vous savez, au lieu, le premier petit symbole ici, ça voudrait dire qu'il devra payer une pièce, puisqu'il a déjà celle-là chez lui, plus ensuite tous les symboles qu'il doit avoir chez lui, ou payer une pièce pour remplacer ces symboles. Ça, c'est ce que ça fait, et ça c'est très puissant. Ça veut dire une petite tour que vous allez mettre en tant que joueur, par exemple là de Sauron, dans cet exemple, eh bien une tour Sauron, à cet endroit-là, là-bas, hop, dans le Rohan, et 3 unités dans le Rohan aussi. Alors, comment ça se passe, tous ces trucs d'unités? Hop, je remets ça ici. Les unités, on va les positionner, comme ça on va faire une simulation de combat après, parce que oui, il y a du combat là-dedans, c'est très sympa, je le trouve même peut-être plus cool que dans le Seven Wonders classique, où à part, vous savez, il y avait des espèces de boucliers, de lances à déplacer, c'était pas très intéressant. Je vérifie juste une chose pour ça. Ouais, c'est ça, une forteresse et 3 unités dans le Rohan. Tout est expliqué d'ailleurs si vous avez un doute de l'iconographie, une fois que vous avez... vous voyez, tout est marqué là, directement. Donc, comment ça se passe? Lorsque vous avez une carte, plus tard, il y en a notamment sur le 2 et le 3, qui vous permet de faire évoluer des unités, c'est-à-dire les faire bouger, il va y avoir un combat. Est-ce qu'il y en a dans le 2? Je suis en train de regarder même. Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr, peut-être dans le 3, il y a du mouvement plus, je crois. Ouais, ça. Par exemple, là, ici, sur les cartes violettes, ça veut dire l'adversaire perd 1 or, et ça veut dire, hop, vous avancez 2 fois. À chaque fois que vous avez des flèches grises, c'est avancer 2 fois. Ça, je casse la gueule à une unité, j'avance 2 fois. Attention, une unité n'est pas une forteresse, c'est 2 choses différentes.
Pour gagner la partie, je vous rappelle qu'il faut être présent avec au moins une unité sur 7 endroits. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut être présent partout. Et ensuite, alors oui, il y a une manière de départager que je trouve pas super efficace, parce que admettons qu'à un moment donné, il y a les deux personnes qui ont 7. Ça paraît quand même peu probable, c'est vrai, parce qu'il y a des combats, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'unités, qu'il y a un peu de chaos là-dedans qui peuvent être perdus. Mais si à un moment donné, il y a une vraie égalité, ils disent que c'est celui qui a le plus d'unités qui gagne la partie unité ou forteresse, avec une forteresse. Alors c'est ça, c'est en gros... Non, c'est le joueur étant présent dans le plus de régions, avec une forteresse et ou au moins une unité qui remporte la partie, sinon c'est en cas d'égalité, c'est victoire. Si je pense qu'il y a encore plus d'égalité derrière, je pense qu'il faut départager au nombre de forteresses qui sont plus difficiles à positionner, parce que les forteresses, généralement, elles sont foutues par ça, ou par un ou deux jetons aussi là-haut. Et donc c'est des choses très 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 chères. Quand vous avancez avec des unités qui ont été positionnées, vous allez avancer, par exemple, si j'ai 2 mouvements, je peux très bien, en tant que joueur Sauron, là, de faire, par exemple, 1, 2. Je peux avancer avec 2 petits pions sur une case adjacente. Si par contre j'étais ici et que je voudrais aller au Arnor, nouvel exemple, j'ai par exemple 3 de mouvements, cette fois-ci à mon tour, admettons. J'arrive avec une unité sur le Mordor, immédiatement, il y a un combat et il y a 2 morts. Un chez lui, un chez moi. Donc là, je retire son pion et le mien. Et ensuite, il me restait deux points de déplacement. Eh bien, je peux déplacer celui-ci encore ici. Il y a de nouveau une unité contre une unité. Ça veut dire que, hop, ça meurt. Et en troisième, je peux mettre, par exemple, celui-ci ici. Vous voyez, donc en fait, c'est assez violent, les combats. Dès lors que vous entrez dans une case sans personne, il n'y a pas de combat. Quand vous entrez dans une case avec une tour ennemie, admettons qu'à un moment donné, je sais pas... c'est comme ça, j'en sais rien, je mets un peu n'importe où au pif. Admettons que le joueur des peuples libres, donc le petit jaune, veut faire un déplacement ici sur le Rohan. Bim, il vient sur le Rohan. Et comme ce n'est pas une unité ici, mais c'est une tour, vous le voyez peut-être pas bien, mais c'est bien une tour qu'il y a là. Hop, je vais la mettre en coucher, peut-être ce sera mieux. Eh bien, il n'y a pas de combat. On peut être présents tous les deux, sans qu'il se passe rien, il n'y a pas de combat. Les tours, encore une fois, ça représente des forteresses, donc elles sont difficiles à faire perdre. Les rares trucs qui les font perdre, ce sont des jetons effets de la quête de l'anneau. Par exemple, ici, on le voyait, là, et là-bas, il y a une forteresse qui peut être pétée. Retirez une forteresse adverse dans une région de votre choix et rendez-la à votre adversaire, c'est très 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 puissant. Et je crois qu'il y a peut-être aussi un jeton qui fait ça, même pas sûr. Si, chez les Ents, retirez une forteresse adverse d'une région de votre choix et rendez-la à votre adversaire. Vous voyez, il y a vraiment très peu de choses. Une fois que la forteresse est construite, généralement c'est rare de la faire péter. Il y a donc que ces choses-là qui vous font gagner une forteresse, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est que les hauts lieux, hein, tout simplement. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Donc je répète, si le Nazgûl rejoint la case de Frodon et Sam, le joueur des peuples libres meurt. Si Frodon et Sam atteignent ici sans que le Nazgûl les ait atteints, c'est le joueur des peuples libres qui gagne. Ensuite, en militaire, il faut avoir une présence, comment dirais-je, dans cette région, c'est-à-dire soit des unités, soit des forteresses. Si vous êtes le premier à avoir ça, c'est immédiat. Mais si personne ne s'est démarqué à avoir immédiatement une présence dans toutes les régions, et donc on n'arrête pas la partie, juste par exemple quelqu'un a une présence dans 3 régions, l'autre dans 5 régions, à la fin on compte qui a le plus, tout simplement. Voilà, qui est le présent plutôt sur le plus de régions. Parce que vous avez vu, vous pouvez avoir par exemple un gros bataillon de, je sais pas, 3 ou 4 troupes sur le même endroit, ça comptera pas, ça vous fera une présence sur une région. Donc il faut bien regarder, la présence, elle doit être sur le plus de régions possible. Et enfin, la victoire eh bien, au peuple, c'est-à-dire qu'il faut avoir devant soi, dans son royaume, eh bien, directement, j'ai envie de dire, comment dirais-je, 6 peuples différents. Alors, je ne l'ai pas très bien dit, mais vous voyez, là, ici, vous avez donc là les magiciens, par exemple les Mayas, là c'est les Ents, etc., etc. Ici, on en a encore une, les Ents, voilà. Et ici, encore les Mayas. Et ce qui se passe, c'est que dans un des jetons de la comté ici, hop là, j'espère pouvoir trouver le bon, non, ça va être le dernier, tu paries, bah oui, c'est le dernier, bien entendu. Il y a aussi ce jeton-là, qui est un jeton plume, et en fait, qui compte, si vous l'avez, il compte pour un peuple. Alors, comment on fait pour obtenir ces jetons là-bas? Je vous en ai pas parlé. En fait, c'est assez simple.
il faut avoir positionné, donc là je vais bousiller tout ça, hein, juste pour vous montrer un petit peu comment ça se met. Admettons que là le joueur des peuples libres, il avait mis ça, et puis à un moment donné, il avait mis, je sais pas, il avait chopé encore une autre carte. Qu'est-ce qu'on va mettre? Voilà, il avait mis ça, tac, et puis il avait mis... je sais pas, ouais, voilà, ça. Donc il a tout ça devant lui, vous voyez, là il y a 3 symboles différents. Dès que vous avez 3 symboles différents, qui vous donnent aussi un chaînage pour les cartes après, hein, pour les avoir gratuites, eh bien ces 3 symboles, immédiatement, vous permettront de piocher dans une pile de votre choix de peuple 3 jetons. Vous en choisirez un, et vous remettrez en fait les 2 autres. Et ce truc-là, en fait, vous pouvez le faire avec 2 jetons, avec 2 cartes identiques. Si par exemple plus tard, sur une ère supplémentaire, vous avez vu qu'il n'y a pas tous les peuples, et même dans les cartes écartées, il n'y a pas tous les peuples en une seule ère, ça se construit, ça au fur et à mesure, et bien vous allez arriver en deuxième chapitre, ou en troisième, enfin livre, je sais pas comment ils appellent ça, en deuxième round, troisième round, vous allez pouvoir avoir des doublons. Par exemple, vous pouvez avoir 2 pipes de la comté, ça suffit pour avoir un doublon, et donc de vous redéclencher cette pioche que vous pourrez faire dans le paquet jetons, ce qui vous permettra justement de récupérer un nouveau jeton de peuple. Donc ils le disent comme ça à la page 6. Durant la partie, vous pouvez créer des alliances avec les peuples de la Terre du Milieu. Pour cela, jouez dans votre zone de jeu des cartes vertes avec des symboles peuples identiques ou différents selon les conditions suivantes. Si vous avez donc 2 symboles de peuple identiques, dès que vous avez 2 symboles de peuple identiques, vous prenez les 2 premiers jetons alliance de ce peuple et vous les révélez. Donc là, il faut bien choisir, si l'exemple c'est par exemple j'ai 2 pipes hobbits, je prends dans ce paquet-là, en haut, les 2 premiers jetons. J'en choisis un, je remets l'autre par-dessus. Et là, dans cet exemple-là, une fois par partie seulement, pas tout le temps. C'est pour ça que ça, vous pouvez le faire qu'une fois par partie. Dès que vous avez 3 symboles de peuples différents, prenez le premier jeton alliance de chacun de ces 3 peuples et vous les révélez. Par exemple, dans ce cas-là, j'aurais pris un jeton Hobbit, un jeton Rohan, un jeton Elfe. Clac, 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 je les révèle, j'en choisis un et je repose sur les piles idoines les derniers jetons que je n'ai pas récupérés. Et en fait, ça continue comme ça jusqu'à la fin, en essayant de déclencher une des conditions de victoire. Je trouve ça bien pensé. Le revamp, c'est pas qu'un revamp, il y a carrément une saveur différente. Maintenant, est-ce que c'est mieux que Seven Wonders Duel? Je sais pas. Je pense que tout ça, c'est une histoire ensuite de thématique. On a une carte quand même qui est magnifique, avec un aspect un peu wargame là-dessus. On a cette espèce de road movie qui est vraiment très très bien pensé. Je pense qu'ils ont trouvé quelque chose d'intéressant pour valoriser en fait la licence sur cette imagerie Seigneur des Anneaux, avec le road movie et le wargame, quoi. Moi je le vois comme ça, c'est très très sympa. Donc c'est un jeu que j'ai hâte d'essayer. Et puis donc oui, je voulais vous parler rapidos de la petite tuile en plus, là, la tuile que vous avez en promo en octobre 2024, qui est simplement la comté. Donc, contrairement aux autres, elle ne vous permet pas de prendre, vous avez vu, toutes les autres, elles ont à chaque fois, vous positionnez au moins une forteresse, et parfois même des unités. Là, c'est juste une forteresse, et là, ça veut dire vous cassez une carte grise à votre adversaire et vous avancez. Là, c'est une forteresse, 2 unités sur Arnor, et vous avancez 2 fois avec des unités, etc. etc. Donc celle-ci ne propose pas de mettre ça. Par contre, bon, elle a un coût. Comme c'est un haut lieu, ça coûte toujours plus une pièce pour chaque haut lieu que vous aviez déjà chez vous. Et ça, alors si je la comprends bien, vous voyez, c'est... Vous allez récupérer une carte visible. Là, celles qui sont avec un œil, c'est celles qui sont claires, donc visibles. Ici, là, vous savez, pendant que vous jouez dans votre aire. Directement. Et vous ne la payez pas, en fait. Vous la remettez ici. Donc ça veut dire que ça, si vous arrivez à l'avoir... Et que au moment par exemple où vous êtes au 3e âge, où il y a des choses qui coûtent quand même très cher, vous n'avez pas forcément le chaînage qu'il faut pour payer toutes ces compétences, etc. Vous achetez vous achetez ça, et ensuite voilà, faut se débrouiller pour essayer de voir quel est le plus intéressant, et vous récupérez une carte visible. Ça peut être sympathique. Voilà, donc soit je récupère une carte, soit je la défausse et je gagne 1, 2 ou 3 pièces selon l'âge où je suis, soit je prends une tuile de haut lieu. J'ai hâte, plus je vous en parle, là, plus j'ai hâte d'y jouer. Allez, je m'arrête de papoter, de toute façon, il n'y a pas de partie, donc ça fait déjà 30 minutes de vidéo pour ça. En tout cas, n'hésitez pas, si j'ai dit une connerie, n'hésitez pas à me reprendre, et puis si vous avez une remarque à faire sur ce nouveau jeu de chez Repoprod,
eh bien, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et bien, vive le Seigneur des Anneaux, vive Antoine Boza, Vincent Dutré et Bruno Catala. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt pour des vlogs, ou de la musique, ou des jeux de société comme d'habitude. Ciao ciao!